Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'août. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui n'est toujours pas les actus mode. Ça, on reprendra en septembre. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'anecdotes mode. Alors, la dernière fois, j'ai fait un format sur Christian Dior. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de parler de plein de choses. Je trouve que les anecdotes mode, c'est assez sympa. Il y a plein de choses un petit peu insoupçonnées qui ont marqué l'histoire de mode ou l'histoire d'une maison de couture. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc on va parler à la fois des grands couturiers qui ont marqué la mode, mais aussi des créateurs de mode d'aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Pour cette première anecdote, j'avais envie de vous parler d'Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent qui, comme Christian Dior, a aussi beaucoup participé à la naissance de ma passion pour la mode. Du coup, Yves Saint Laurent, vous le savez sans doute, il a ouvert sa propre maison de couture après un passage chez Dior, où il a été assistant de Christian Dior, puis ensuite il a pris la direction artistique de Dior après le décès de Christian Dior. Et voilà, Yves Saint Laurent, on est tous d'accord pour dire qu'il a grandement marqué l'histoire de la mode. C'est un couturier incroyable. On a à la fois le smoking pour femmes qui a marqué sa carrière, mais aussi la robe Mondrian. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas forcément sur lui, c'est qu'il est l'un des seuls couturiers à avoir ouvert sa maison et à l'avoir fermée de son plein gré devant la presse. En fait, le 7 janvier 2002, il a donné rendez-vous à toute la presse française dans sa maison de couture située avenue Marceau à Paris pour faire ses adieux à la haute couture et à la mode. Sa maison avenue Marceau, d'ailleurs, c'est devenu un musée aujourd'hui, le musée Yves Saint Laurent. Là, actuellement, il est fermé pour travaux jusqu'à l'automne 2027, mais c'est encore une fois un lieu incroyable puisque certes, c'est devenu un musée, mais évidemment, c'est chargé d'histoire. Il reste toujours l'architecture de la maison Yves Saint Laurent. Il y a aussi le studio d'Yves Saint Laurent. Bref, c'est vraiment un lieu à visiter. Du coup, faut un peu s'armer de patience parce que pour l'instant c'est fermé, mais en tout cas c'est vraiment un lieu à voir. Bref, ce jour-là, le 7 janvier 2002, il met fin à sa carrière de couturier en prononçant un discours devant toute la presse, devant les caméras. Il revient sur toute sa carrière, sa chance d'avoir été nommé assistant de Christian Dior à seulement 18 ans, puis d'avoir eu l'occasion de succéder à Christian Dior. Il rend hommage à toutes ses inspirations, Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Chanel évidemment. Et pendant son discours, il explique aussi avoir conscience d'avoir fait progresser la mode de son temps, en ouvrant notamment la première boutique de prêt-à-porter qui portait le nom d'un grand couturier. Et il a aussi cité ses démons, les stupéfiants, les tranquillisants, la dépression, avant d'officiellement dire adieu devant la presse à ce métier qu'il avait tant aimé. Mais évidemment, il n'est pas parti avec ça, il est parti avec un dernier défilé, l'apothéose finalement de ses 50 années de carrière. Il a donné rendez-vous le mardi 22 janvier 2002 du coup au Centre Pompidou pour un défilé rétrospectif qui est devenu un défilé mythique de la maison Yves Saint Laurent, dans lequel il y avait à la fois des créations inédites, mais aussi toutes les créations qui ont marqué l'histoire de la maison Yves Saint Laurent. Donc la robe Mondrian, les créations inspirées des artistes et évidemment les smokings. Et puis quelques mois plus tard, la maison de couture a officiellement fermé ses portes le 31 octobre 2002. Et elle n'a pas réouvert depuis puisque Saint Laurent, aujourd'hui, ce n'est que du prêt-à-porter. Ça ne fait pas de haute couture et ça ne fait plus de haute couture depuis qu'Yves Saint Laurent a décidé de fermer sa maison de haute couture. Parce qu'à l'époque, c'était déjà plus lui qui s'occupait du prêt-à-porter, puisque c'était la famille Pinault qui gérait ça. La famille Pinault qui est à la tête de Kering, du groupe de luxe Kering, qui est le concurrent premier en fait finalement d'LVMH. Et le groupe Kering possède toujours aujourd'hui la maison Saint-Laurent. Maintenant, on passe à la deuxième anecdote. Celle-ci, elle concerne Christian Dior. Alors c'est vrai que je vous ai fait tout un épisode avec Christian Dior, mais il y a une anecdote dont j'ai pas parlé et que je trouve assez intéressante. Je trouve que c'est sympa de le savoir. En fait, Christian Dior, il avait une astuce un peu secrète. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas. En fait, pour réveiller la foule pendant ses défilés, Christian Dior plaçait toujours une silhouette rouge au milieu de son défilé. L'idée, c'était un peu de réveiller la foule. Aujourd'hui, chez Dior, ce rouge, il porte un nom, c'est le rouge Trafalgar. On l'appelle comme ça en référence à l'expression coup de Trafalgar, qui vient en fait de la bataille de Trafalgar, qui, pour la petite histoire, était une attaque surprise des Britanniques sur une flotte franco-espagnole. C'est pour ça qu'on dit coup de Trafalgar, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rouge Dior s'appelle rouge Trafalgar. Et aujourd'hui, c'est pas rare de retrouver cette technique-là. Par exemple, dans le dernier défilé de Jonathan Anderson, si vous allez voir les photos sur Tagwalk, et ben on voit qu'il y a une silhouette rouge qui a été mise au milieu du défilé. Il l'a pas fait pour tous les défilés, mais en tout cas pour le dernier, ça l'est. Et j'ai trouvé ça assez cool. Mais le rouge Trafalgar, il va aussi se traduire en parfum. Il y a un parfum de la collection privée qui porte le nom rouge Trafalgar. Il sent très bon, d'ailleurs. Et voilà, c'était une petite anecdote sympa sur Christian Dior. Maintenant, on passe à la troisième anecdote qui, elle, concerne Azzedine Alaïa. Azzedine Alaïa, vous le connaissez sans doute, il est arrivé à Paris en 1956 et il est devenu un couturier emblématique. Il était majoritairement connu pour ses créations en fait parce qu'il sculptait un peu le corps, enfin la façon dont il sculptait le corps des femmes, c'est hyper reconnaissable et c'est pour ça notamment qu'il est connu. C'était un peu sa patte dans ses créations. C'est personnellement un couturier que j'adore, mais il n'était pas seulement couturier. Azzedine Alaïa était aussi un collectionneur. Tout simplement parce qu'avant d'être couturier, il était surtout passionné de mode et d'histoire de mode et du coup, il a collectionné plein de vêtements de mode de grands créateurs de mode avant même que les maisons se disent tiens, il faut qu'on conserve les travaux
des couturiers. Il a finalement été hyper avant-garde là-dessus puisqu'il a conservé très vite des archives des grands couturiers. En fait, tout a commencé en 1968 quand Cristobal Balenciaga a fermé sa maison. Mademoiselle Renée, qui dirigeait la maison Balenciaga, connaissait très bien Azzedine Alaïa puisqu'il avait déjà un pied dans la mode. Du coup, à la fermeture de la maison Balenciaga, elle a invité Azzedine Alaïa à récupérer des tissus et des robes qui peut-être pourraient lui servir. C'est là que ça a switché un peu dans sa tête, il s'est rendu compte de l'importance de préserver en fait ce patrimoine de mode face aux créations de Cristobal Balenciaga qui l'ont beaucoup inspiré. Et du coup, à partir de là, il s'est mis à accumuler plein de vêtements, plein de créations de grands couturiers. Ça allait à la fois de Cristobal Balenciaga à Elsa Schiaparelli, mais aussi évidemment Chanel, Paul Poiret, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler et même Charles-Frédéric Worth, l'inventeur de la haute couture. En tout, il a réuni 20 000 pièces au total, allant à la fois du coup de la naissance de la haute couture à la fin du XXe siècle. Et en fait, grâce à lui, on a une immense réserve de créations de mode qui ont marqué l'histoire de la mode. Plein de pépites qui ont été créées par des grands couturiers et qu'on peut admirer grâce à Azzedine Alaïa. Parce qu'il les a pas collectionnés en se disant je vais les garder pour moi. Non. En fait, en 2007, il a créé une fondation qui s'appelle toujours aujourd'hui la Fondation Azzedine Alaïa, que vous pouvez visiter aujourd'hui. C'est très sympa d'ailleurs, je vous le recommande. En fait, il y a des expos qui changent à peu près tous les 6 mois. Et c'est soit sur uniquement Azzedine Alaïa, soit sur d'autres couturiers. Et c'est toujours hyper intéressant. C'est ça en fait la mission de la Fondation aujourd'hui, c'est justement à la fois de véhiculer toute l'œuvre d'Azzedine Alaïa, mais aussi de mettre en valeur les œuvres qu'il a collectionnées et donc les œuvres d'autres couturiers de mode. Il y a même eu une expo à ce sujet il y a quelques années au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Ça s'appelait Azzedine Alaïa couturier collectionneur et justement ça montrait à quel point il avait collectionné des créations de plein de couturiers. Il y avait vraiment tout le monde. Du coup c'était une très belle exposition puisque on avait l'occasion d'admirer des créations de tout le monde, à la fois de Paul Poiret, Madeleine Vionnet, etc. C'était trop beau. Maintenant on peut passer à la 4e anecdote qui est un peu moins joyeuse. Cette fois, elle concerne Cristobal Balenciaga. Cristobal Balenciaga, pour refaire un petit peu son parcours, il est né le 21 janvier 1895 en Espagne et en fait, il va perdre son père très tôt, laissant sa mère couturière toute seule avec 3 enfants. Et en fait, il va faire ses premiers pas dans la mode grâce à elle puisqu'elle était couturière et il avait direct beaucoup de talent à tel point que très jeune, il a été repéré par une marquise, la marquise de Casa Torres. Et du coup, il commence un apprentissage dans la mode à seulement 13 ans dans une maison de San Sebastian. Et du coup, forcément, tout naturellement, il a 22 ans, il se dit quoi? Il se dit je vais ouvrir ma propre maison et donc il ouvre sa maison toujours à San Sebastian. Et très vite, tout fonctionne très bien pour lui en Espagne, il a une clientèle, il arrive à bâtir sa renommée et du coup, comment il finit par arriver à Paris? Il a ouvert sa maison en Espagne. Alors certes, il allait souvent à Paris, il rencontrait Chanel, Jeanne Lanvin, etc. Mais il n'avait pas sa maison de couture là-bas. Et c'est pas ça qui l'a motivé à venir. En fait, il a pas eu trop le choix parce que vous le savez peut-être ou pas, il y a eu la guerre civile en Espagne à cette période. Du coup, en 1936, il est forcé de fuir l'Espagne pour aller à Paris. Il s'installe donc à Paris en 1937, il ouvre ses salons au 10 avenue Georges V à Paris et il présente sa première collection la même année. C'est comme ça que la maison Balenciaga, qui à l'origine est une maison espagnole, est devenue une maison parisienne. C'est hyper intéressant parce qu'on peut penser que Cristobal Balenciaga est allé à Paris et a ouvert sa maison à Paris directement, alors qu'en fait pas du tout. Il a été forcé de fuir l'Espagne, là où il avait déjà créé sa maison en fait à l'origine. Pour la 5e anecdote, je vous propose de parler de Jacquemus. Jacquemus qui aujourd'hui est une marque en pleine ascension, ou en tout cas qui a connu une sacrée ascension ces dernières années, qui est célèbre pour plein de choses, mais notamment pour ses défilés dans les champs de lavande, pour ses défilés à Versailles, pour son sac Chiquito et surtout pour les racines provençales de son créateur Simon Porte Jacquemus. Ces racines provençales, elles sont loin d'être anodines parce qu'on les retrouve absolument partout dans la communication de Jacquemus, dans ses défilés. C'est l'inspiration, je pense, première de Simon Porte Jacquemus. Et surtout, ça en dit long aussi sur son parcours. Jacquemus, il est né en Provence et au final, il a toujours un peu su qu'il voulait faire de la mode. En tout cas, il a fait ça extrêmement jeune. Quand il était enfant, du coup, il avait sa maman auprès de lui. Là, c'est plus le cas parce qu'elle est décédée pendant son adolescence. Mais sa maman était sa première muse. Elle l'inspirait tellement et il aimait tellement que sa première création était pour elle. À seulement 7 ans, Simon Porte Jacquemus va repérer un rideau dans la maison, va couper un morceau du rideau pour créer une jupe pour sa mère. Elle adorait le lin, donc il a vu que le rideau était en lin, il a pris le rideau, il a découpé un morceau, il a ajouté 2-3 lacets verts. Voilà, ça faisait une jupe pour sa mère. C'était la première création de Jacquemus. Donc l'anecdote à retenir sur lui, c'est que sa première création, il l'a réalisée à seulement 7 ans. Et elle a été portée. Et oui, parce que sa mère est ensuite venue le chercher à l'école avec sa jupe. Et ça, c'est pas rien, je pense, quand même, pour un enfant de 7 ans. Je trouve que c'est une anecdote à la fois touchante et à la fois assez parlante sur Simon Porte Jacquemus parce que ses inspirations au niveau de sa mère, au niveau de la Provence, au niveau de là où il a grandi, on le ressent toujours aujourd'hui. Passons maintenant à la 6e anecdote. Cette fois, on va parler de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est vraiment un couturier que j'adore. Il est connu
pour avoir fait bouger les codes, pour être avant-garde, pour être fun. C'est vraiment ça que j'adore chez lui, c'est que la mode est fun avec lui, mais à la fois, elle raconte vraiment des trucs. Et c'est pour ça que j'aime trop. On le connaît pour ses parfums dans les boîtes de conserve, pour ses corsets au sein conique portés par Madonna, entre autres. Mais il y a une autre création de lui qui est à absolument connaître et qui a un peu fait scandale à l'époque. On est en 1985, Jean-Paul Gaultier présente sa collection Printemps-été intitulée Et Dieu créa l'homme. Et dès la première silhouette, Jean-Paul Gaultier lance un message fort. Au départ, elle paraît assez classique, veste de costume, chemise, cravate, mais le mannequin ne porte pas un pantalon, il porte une jupe. En 1985, Jean-Paul Gaultier introduit la jupe pour homme. Évidemment, à l'époque, les critiques fusent, ça fait parler, on dit qu'en fait il fait ça que pour la provocation, mais évidemment Jean-Paul Gaultier a l'occasion de se défendre pendant des interviews, et pour lui c'est absolument pas de la provocation, c'est juste une façon de répondre à certaines envies des hommes de porter des jupes. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est juste répondre à un besoin. Pour lui, l'homme a changé, la mode doit être le reflet de la vie, et lui, il veut proposer des vêtements qui correspondent à ce que les gens veulent porter. Aujourd'hui, du coup, la jupe pour homme est devenue une création emblématique de la maison Jean-Paul Gaultier. C'est vraiment, avec les seins coniques notamment, une création à connaître sur son histoire. Et elle résume un peu pourquoi moi personnellement j'adore Jean-Paul Gaultier, parce que je trouve qu'il a une grande ouverture d'esprit, une grande capacité à comprendre son époque, et à la fois à être tellement moderne et avant-garde. Parce que limite, j'ai envie de dire, la jupe pour homme, c'est toujours un peu un sujet aujourd'hui. Et lui, il est arrivé en 1985 avec ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà, cette volonté de faire ce qu'il veut, de raconter des choses à travers les vêtements, c'est vraiment pour ça qu'on aime bien la mode, finalement. Passons maintenant à la dernière anecdote. On termine avec une anecdote sur Jeanne Lanvin. Vous connaissez la maison Lanvin sans aucun doute, qui est d'ailleurs la plus ancienne maison de couture toujours en activité aujourd'hui. C'est pas rien. Et Jeanne Lanvin, c'était vraiment quelqu'un. Pareil, très visionnaire. Ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'elle a pas commencé à faire des vêtements comme ça. Elle a commencé à faire des vêtements uniquement pour une personne en particulier. On revient au début, on est en 1889. Jeanne Lanvin débute sa carrière dans une boutique de chapeaux. Elle a 22 ans, elle ouvre son atelier à l'étage d'un magasin qui est situé au 16 rue Boissy d'Anglas et elle est hyper talentueuse, mais elle fait que des chapeaux pour l'instant. 4 ans plus tard, elle arrive à obtenir un bail sur la prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré. Et elle fonde alors sa maison de couture qu'elle appelle Lanvin Mademoiselle Jeanne Mode. Puis vient un tournant. En 1897, Jeanne Lanvin donne naissance à sa fille Marguerite. Et là, tout va changer. Elle adore sa fille, ça devient vraiment sa muse et du coup pour la première fois elle va se mettre à créer des vêtements, pas juste des chapeaux. Elle va créer des vêtements pour sa fille avec les tissus les plus luxueux, hyper qualitatifs, pour vraiment lui offrir la garde-robe qu'elle aurait aimé avoir quand elle était enfant. Et au fil des années, les vêtements de Marguerite, ils attirent l'attention. Les vêtements pour enfants de Jeanne Lanvin deviennent tellement un succès commercial qu'elle ouvre un département dédié à l'enfant en 1908. Et en fait en 1909, seulement un an après, les ventes de vêtements pour enfants dépassent celles des chapeaux. Donc Jeanne Lanvin, businesswoman vraiment dans l'âme, elle se dit je vais étendre mon offre et je vais ouvrir un département dédié aux jeunes filles et aux femmes. C'est un véritable succès. La même année, Jeanne Lanvin devient officiellement membre de la chambre syndicale de la couture, passant de modiste à couturière. Et c'est comme ça que la maison Lanvin est née. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a surtout appris des choses. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.